Moins de 2 mois nous séparent de ce grand rendez-vous électoral tant attendu par l'ensemble des Gabonais, la présidentielle de 2016. Dans ce contexte où les ambitions, les unes aussi sérieuses que les autres pour la conquête ou la conservation du précieux fauteuil, s'affichent de manière plus qu'ostensible, nombreux sont les discours qui se répandent au sein de l'espace public, des discours de soutien, des discours critiques, des discours bilans, en somme, des discours la plupart du temps contradictoires. Et c'est dans cette conjoncture propice à l'opposition des arguments qu'un essai politique vient de paraître aux éditions Presse universitaire du Nouveau Monde. Son titre, Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective. Son auteur, l'universitaire Steve Njero Dieko, qui est du reste notre invité aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de Gabon Télévision. Bonsoir à vous également, cher invité. Bonsoir, M. Ndoubeneni. Steve Njero Dieko, vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant permanent à l'université Omar Bongo depuis 2016. Vous êtes maître assistant CAMES. Autre précision importante, vous êtes directeur adjoint du Centre d'études politiques du Parti démocratique gabonais. Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective, c'est le titre de votre essai. Un titre qui nous inspire d'entrée de jeu une question, celle de savoir quel est le septennat que vous mettez ici en perspective. Est-ce celui qui s'achève, que vous voulez mettre en évidence pour qu'on puisse y déceler les succès et éventuellement les échecs, ou vous voulez plutôt parler du septennat à venir que vous tiendrez dans ce cas de figure pour acquis? Alors, merci déjà de m'avoir invité à votre belle émission, M. Ndoubeneni. Sur la première question, je voudrais dire que l'intitulé de mon ouvrage, Ali Bongo Ondimba, septennat en perspective, en réalité évoque le septennat, la sollicitation du prochain septennat du président de la République. Et il faut noter que dans cette démarche scientifique, j'ai d'abord voulu, n'est-ce pas, décrypter le septennat écoulé, donc, n'est-ce pas, en mettant en exergue ce qui a marché pour le président de la République dans le cadre de son septennat qui s'achève dans quelques mois, et, n'est-ce pas, en fonction de la détermination et au regard de la détermination du président de la République actuelle à vouloir solliciter de ses compatriotes un second septennat. Donc c'est une démarche dialectique que j'ai donc voulu entreprendre dans le cadre de cet essai politique. Vous soulignez, page 16, que votre essai n'est pas un ouvrage de propagande, mais plutôt une réflexion scientifique. Vous invitez en outre le lecteur à vous reconnaître le caractère de neutralité axiologique établi par le sociologue Max Weber, lequel désignait en ces termes la nécessité pour le chercheur de se défaire de ses jugements de valeur dans le cadre d'un travail de recherche. Alors on comprend par ce passage l'inquiétude qui est la vôtre quant à l'opinion qu'on pourrait se faire de ce livre. Steve Njero Dieko, peut-on être objectif lorsqu'on analyse le bilan d'un président de la République qui est par ailleurs patron-chef de la formation politique dont vous êtes le militant, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais? Je voudrais rapidement relever quelques équivoques. Bien entendu qu'il est difficile, n'est-ce pas, je conviens avec vous, la tentation d'éviter mon affiliation, n'est-ce pas, au parti au pouvoir et mon objectivité en tant qu'enseignant-chercheur, n'est-ce pas. Max Weber fait d'ailleurs cette distinction ou cette démarcation conceptuelle en établissant, n'est-ce pas, entre le savant et le politique, qui est d'ailleurs un de ses ouvrages. Je voudrais dire là, à ce niveau que, étant membre du parti au pouvoir, cela ne veut pas dire que je n'ai pas aussi une certaine lucidité ou une certaine lecture objective, n'est-ce pas, de l'analyse que j'ai pu effectuer du septennat écoulé du président de la République. Ça veut tout simplement dire que j'ai, en toute objectivité, et c'est d'ailleurs l'objet de mon avant-propos où je rappelle, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments en disant, effectivement, j'assume cette appartenance au parti au pouvoir, c'est-à-dire au Parti démocratique gabonais où j'occupe modestement les fonctions de directeur adjoint du Centre d'études politiques. Mais au-delà de cette appartenance, j'ai voulu, n'est-ce pas, à travers cet essai politique, donner ou mettre en exergue, si vous voulez, des éléments d'appréciation du septennat du président de la République qui s'écoule. Et la démarche scientifique a été simple. Naturellement, au départ, j'ai interrogé un certain nombre de Gabonais sur ce qu'ils pensaient du septennat, n'est-ce pas, qui s'écoulait du président de la République. Et c'est donc sur cette base, sur cet échantillon, puisque j'ai eu la chance de faire tout le Gabon, sur la base de cet échantillon, j'ai donc relever ce qui me paraissait, n'est-ce pas, être un couronnement du mandat actuel du président de la République. Et sachant très bien, vous savez, je vois bien la tentative de votre question, ou du moins sur quoi vous voulez m'amener, mais un ouvrage propagandiste aurait
de la première page jusqu'à la dernière page, évoquer, faire de l'apologie du président de la République. Or, vous avez bien lu mon ouvrage, M. Noubeneni, vous remarquerez qu'il y a des éléments objectifs, il y a des éléments que je mets en exergue liés donc ce que j'ai appelé le couronnement, les axes promoteurs qui peuvent couronner, n'est-ce pas, le septennat Ali Bongo Ondimba, et d'autres éléments qui n'ont pas, n'est-ce pas, été propices ou qui n'ont pas fait l'objet d'un succès probant. D'accord. Venons donc à l'objet même du livre, c'est-à-dire le bilan du septennat du président de la République. Vous dites page 72, et je vous cite, « Ali Bongo Ondimba peut aujourd'hui, 7 ans après, se satisfaire de sa stratégie économique et des réformes mises en place, même si beaucoup reste à faire. » Et vous avez retenu dans l'ouvrage, pour appuyer votre thèse, 4 axes clés qui sont de votre point de vue, qui symbolisent de votre point de vue la réussite du mandat du chef de l'État. En premier, vous citez le retour à la stabilité politique. Lorsque vous parlez de retour à la stabilité politique, vous faites référence à quoi? D'abord, revenir rapidement, puisque l'actualité nous impose. Le président de la République, hier, s'est exprimé, n'est-ce pas, en réunissant les deux chambres du Parlement, pour, n'est-ce pas, esquisser ou du moins livrer son analyse sur le bilan qu'il vient à peine de faire pour les Gabonais. Et je me réjouis, ou du moins cela me réconforte, d'autant plus que le président de la République est revenu, n'est-ce pas, sur ce qu'il a estimé sur la situation socio-économique, la situation sanitaire et un certain nombre de projets, certaines réformes qu'il a engagées, n'est-ce pas, dans le cadre de son mandat. Et donc, ça réconforte, et dans cette analyse, il est revenu naturellement sur ce qui n'a pas aussi marché. Et lui-même, il a rappelé en disant tout n'a pas été fait, et beaucoup reste à faire. Alors donc, dans le cas précis de mon ouvrage, j'ai retenu modestement 4 domaines principaux qui peuvent, de mon point de vue, couronner l'action du président de la République. Le premier élément dans le cadre contexte de cet ouvrage, c'est ce que j'ai appelé l'introduction du fichier biométrique dans le processus électoral. Souviendrez-vous, M. Noubeneni, que ce qui caractérise la vie politique gabonaise depuis le retour de notre pays au multipartisme, c'est-à-dire vers les années 90, ça a toujours été les questions liées à la transparence, les questions liées à la vitalité de notre démocratie. Et donc, avec le nouveau système de rémunération, le nouveau système, pardon, l'introduction du fichier biométrie dans notre système électoral, cela a permis, n'est-ce pas, non seulement de réduire, mais surtout de garantir, n'est-ce pas, la transparence. Sachant très bien que la démocratie est une odyssée et que, naturellement, la transparence zéro n'existe dans aucun système au monde, même au niveau des États-Unis. Mais j'estime que, pour ma part, l'introduction du fichier biométrique dans notre processus électoral a permis, n'est-ce pas... C'est un gage de stabilité? Je crois, puisque vous remarquez que le test fondamental a été celui de les élections locales 2013, où nous avons enregistré un taux de participation pour la première fois dans notre pays, près de 64%, et nous n'avons reçu aucun recours, n'est-ce pas, du côté de, pour exemple, la province de l'Ogooué-Maritime, où on n'a reçu aucun recours dans ce système, dans ce cas, dans cette élection. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a une avancée, il y a une certaine vitalité dans notre démocratie, et ça, il faut non seulement saluer l'action du président de la République, et aussi les acteurs politiques qui ont bien pris part à cet échange lorsque le président les avait conviés à réfléchir sur l'introduction de la biométrie dans notre pays. Vous pensez que cette biométrie peut garantir au Gabon des lendemains électoraux sans contestation, notamment pour la prochaine présidentielle, par exemple? Alors, c'est difficile, votre question est extrêmement importante, mais il est difficile de pouvoir prédire ce qui pourrait éventuellement se passer après l'élection présidentielle. Mais je constate effectivement, dans le cadre de notre fichier électoral, même dans le code électoral, puisqu'on rappelle, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent, n'est-ce pas, nous rassurer, parce que vous le savez très bien que le code électoral gabonais est assez exceptionnel, parce qu'il y a un certain nombre de représentations au niveau des bureaux de vote, donc une certaine parité dans les commissions, donc majorité, opposition. Je pense que c'est des éléments qui peuvent, n'est-ce pas, permettre une certaine stabilité, même si comme je le disais, ça ne garantit pas toujours de manière efficace ou définitive les élections. D'autant que cette opposition dont vous parlez est quand même assez réticente quant à cette biométrie. Une opposition qui qualifie cette biométrie de biométrie du pouvoir quand même. Est-ce que c'est rassurant ça? Le fait que la classe politique, notamment l'opposition, ne suspecte
cette biométrie? Alors, c'est le droit le plus absolu de l'opposition gabonaise, de pouvoir dire ou estimer ou faire leur analyse sur l'introduction de la biométrie. Mais moi, je dois faire observer tout simplement que lorsque les commissions, la mise en place des commissions, et ça c'est le code électoral qui nous dit, il y a une certaine parité au niveau des commissions. Ça, c'est la première chose. Et je crois qu'il y a une certaine révolution naturellement aussi au niveau même de la votation, puisque nous ne votons plus comme il y a quelques années. Mais j'estime aussi, pour le regretter quand même, que dans le cadre de l'opposition, on ne semble pas être d'accord sur la biométrie, mais rappelons au moins que c'est le même groupe Gemalto, puisque vous faites référence à cela, Gemalto qui a mis en place la CNAMGS, ou du moins les cartes de la CNAMGS et e-visa exactement. À ce niveau, l'opposition n'a jamais relevé un certain nombre de contestations. Donc c'est leur droit, mais je pense que ce fichier biométrique est l'objectif justement de se garantir ou de réduire, si vous voulez, les fraudes dans notre processus électoral. D'accord, passons au deuxième axe. Vous parlez des réformes économiques et administratives. Parlons-en. Alors, je vais sur le deuxième pan que j'ai appelé un des axes importants du septennat qui s'achève président de la République, j'ai retenu le nouveau système de rémunération. Le nouveau système de rémunération, me semble-t-il, c'est c'est un couronnement de l'action du président de la République pour la simple raison que nous sommes restés près de 34 ans presque rigides dans le nouveau système de rémunération et donc ça, le fait que le président de la République a pris cet engagement avec le gouvernement pour, n'est-ce pas, essayer d'équilibrer un certain nombre d'injustices liées justement à notre système de rémunération, j'estime que, pour ma part, le nouveau système de rémunération des agents publics et la gestion, parce qu'il n'y a pas que le nouveau système de rémunération, mais il y a aussi la gestion des carrières des agents publics, sont, de mon point de vue, sont des éléments extrêmement importants qui ont contribué à l'amélioration des conditions des vies des Gabonaises et des Gabonais. Donc je pense que le nouveau système de rémunération, c'est un succès pour le président de la République et du gouvernement du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Troisième axe clé, la mise en place d'une politique sociale étendue. Et là, vous évoquez l'expérience de la CNAMGS que vous considérez comme l'élément moteur de la politique sociale du chef de l'État. Bien sûr. La CNAMGS aussi répond justement à cette réforme du président de la République pour essayer, n'est-ce pas, de permettre aux Gabonais d'avoir une certaine garantie à l'accès des soins extrêmement importants et liés aussi aux allocations familiales. Un certain nombre de choses ont été faites dans ce sens-là. Donc la CNAMGS, où aujourd'hui nous avons près de 600 000, bientôt près d'1 million de Gabonais qui bénéficient des prouesses, n'est-ce pas, de la CNAMGS. Aujourd'hui, c'est une réalité et ça, personne ne pourra me contester là-dessus. La CNAMGS, c'est une réalité gabonaise et même beaucoup de pays au niveau de la sous-région nous jalousent justement ce nouveau système, cette nouvelle reconfiguration de la CNAMGS depuis que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est arrivé au pouvoir en donnant, n'est-ce pas, une impulsion importante pour permettre aux Gabonais économiquement faibles, mais aux Gabonais de tous bords, de pouvoir bénéficier des avantages liés à la CNAMGS. Enfin, quatrième axe clé, vous parlez de la relance de l'agriculture par le programme Graines. Alors, ne pensez-vous pas quand même qu'il est assez précoce, assez hâtif de parler de réussite lorsqu'on parle du programme Graines, lorsqu'on sait que pour ce type de projet, il faut quand même une certaine durée pour qu'on puisse évaluer l'efficacité du projet. Vous ne pensez pas que c'est assez précoce de parler de réussite maintenant? Monsieur Dubenini, je suis assez prudent. Le cadre de dernier axe que j'ai retenu dans cet essai politique, j'évoque effectivement la question, ou du moins le programme Graines. En réalité, si vous m'avez bien lu, je parle même d'un projet en devenir. Parce que conscient effectivement que cultiver la terre, ça prend du temps, travailler, il faut s'aimer, ensuite récolter, et après attendre les bénéfices liés justement à sa récolte. Donc il y a effectivement un certain nombre de temps pour pouvoir bénéficier de ce projet. Mais ce que je voulais retenir, et ce que je pense être important pour moi, c'est l'idée justement d'avoir soutenu l'agriculture, parce que vous savez que l'État-providence aujourd'hui n'existe pas. Nous sommes passés de l'État-providence à un État impécunieux. Ça veut dire que l'État gabonais aujourd'hui ne peut plus tout faire. Il faut justement diversifier notre économie.
et au regard de la situation économique actuelle liée à la chute du cours du prix du baril de pétrole, on peut, n'est-ce pas, encourager le gouvernement à maintenir, à encourager les Gabonais à retourner à la terre, effectivement, et lié aussi, comme vous le savez, lié à ce déficit, n'est-ce pas, dans notre pays où nous importons près de 300 milliards de denrées alimentaires à l'extérieur. Nous pensons effectivement que c'est assez grave pour un pays qui a une terre assez fertile, et donc il faut encourager les Gabonais. Et nous disons tout simplement que c'est un projet extrêmement important qui vise l'autosuffisance alimentaire, mais et surtout derrière, qui vise à près de 20 000 emplois si jamais le projet arrivait à son terme, et c'est ce que nous souhaitons justement dans le cadre de cet ouvrage. Vous avez rappelé dans l'ouvrage que malgré ces avancées que vous venez d'énumérer, beaucoup reste à faire, et parmi ce qui reste à faire, il y a le logement quand même. Le président de la République, lorsqu'il accède au pouvoir en 2009, promet 5 000 logements par an. On est quand même assez loin du compte, et lorsqu'on sait que nombreux sont ces Gabonais qui ont fondé leurs espoirs sur cette promesse. Est-ce que le fait de n'avoir pas réalisé cet objectif ne pourrait pas constituer un handicap pour le président de la République en août prochain? Alors, je le rappelais dans mon propos liminaire, discuter d'un bilan du président de la République répond à une démarche dialectique, c'est-à-dire répond à un bilan, relever des points positifs et des points négatifs. Et effectivement, on pourrait verser sur le point négatif, ceux qui n'ont pas connu un succès probant au projet ou du moins au septennat qui s'achève le président de la République actuelle, la question du logement, la question de la justice, la question de la corruption, la question liée naturellement à la réforme de la commission illicite. Donc c'est des questions que j'évoque dans mon projet, dans mon essai politique. Effectivement, la question du logement, la promesse telle qu'indiquée par le président de la République n'a pas été tenue. C'est le cas qu'on peut constater. Et le président de la République lui-même, il est revenu sur les raisons pour lesquelles cette promesse n'a pas été tenue. Mais voyez-vous, je ne pense pas sur le bilan économique, sur la situation, sur les réformes engagées. Je dis tout simplement, effectivement, que c'est une épine au président de la République, et j'espère, si les Gabonais lui confient un second mandat, il saura, n'est-ce pas, mettre en place une équipe pour pouvoir répondre à cette demande, puisque nous savons très bien qu'à ce niveau, le déficit en logement est extrêmement important et que le Gabon en a besoin et les Gabonais en ont réellement besoin. Le chapitre 7, le dernier du livre, est un titre qui est une interrogation en faisant référence à l'horizon fixé par le président de la République pour atteindre l'émergence. Vous vous posez la question suivante. Gabon 2025, utopie ou réalité? Vous avez certainement une réponse? Alors, je n'ai pas une réponse là précise, mais je m'interroge également sur les lectures effectuées sur les économies émergentes. Et dans les économies émergentes, l'une des précisions ou des prérequis liés à l'émergence, on nous rappelle effectivement que dans le cas de l'émergence, il faut avoir une croissance soutenue de près de 10%. Et donc je m'interroge pour dire, est-ce que effectivement le Gabon à l'horizon 2025 pourra, n'est-ce pas, accéder à une économie émergente? Il y a donc les questions liées à la croissance, il y a aussi les questions liées aux réformes, aux grandes réformes qui doivent être engagées pour justement permettre au Gabon de se hisser justement aux économies émergentes. Donc nous estimons, sur une note d'espoir ou interrogative, amener les responsables politiques, donc la plus haute autorité, notamment le président de la République, si jamais les Gabonais lui accordaient un second mandat, pour mettre en musique un certain nombre d'éléments pour pouvoir répondre à cette demande. Nous savons que c'est une vision, c'est à l'horizon 2025, mais on peut déjà dire, sur la base d'un certain nombre d'éléments, effectivement qu'il y a des réformes, il y a des choses qui sont encourageantes, et il faut donc justement persister parce que l'émergence, comme je le dis dans mon ouvrage, ne se décrète pas, il faut donc travailler. Steve Ndiero-Dieko, au soir de notre entretien et à l'aune des arguments que vous avez avancés sur ce plateau, permettez-moi de vous poser une question que vous-même vous posez dans l'ouvrage. Ali Bongo Ondimba mérite-t-il encore la confiance des Gabonais pour la future élection présidentielle? Alors, c'est une question que moi je pose au peuple gabonais, donc ce n'est pas à moi de répondre, mais je peux dire, sur les éléments que nous avons évoqués, sur le bilan du président de la République qui s'achève, sur un certain nombre d'engagements, sur sa détermination. Souvenez-vous de la déclaration d'Ozuri du 29 février
dernier, où le président de la République, effectivement, évoquait son engagement, il donnait les raisons pour lesquelles il était candidat. Mais je voudrais peut-être paraphraser, si vous me permettez, un auteur, un politiste, Nicolas Machiavel. Et Nicolas Machiavel nous prévient justement de la difficulté du choix en politique en établissant la nuance suivante. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Donc dans le cas échéant de cette élection présidentielle, nous considérons tout simplement qu'Ali Bongo Ondimba serait le moindre mal. Merci d'avoir accepté notre invitation, Steve Ndjero Dieko. Je rappelle que nous recevions ce soir Steve Ndjero Dieko, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université Omar Bongo de Libreville. Il est venu nous parler du dernier né de ses essais politiques intitulé Ali Bongo Ondimba, un septennat en perspective, un livre bilan sur l'action du président de la République gabonaise au moment où il achève son mandat et s'apprête à embriguer un deuxième. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Gabon Télévision.